Des collègues vont passer dans la salle avec des micros, lever la main. Voilà, et le premier qui lèvera la main aura le premier le micro. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Je voudrais vous parler d'une petite chose qui n'a pas été abordée. Je suis conservateur en territoire, enfin bon, dans un musée de région. J'ai plusieurs années derrière moi de carrière et je dois malheureusement tirer un peu la sonnette d'alarme parce qu'en fait, dans plusieurs musées de province, il se trouve que par le jeu des promotions internes dans les collectivités territoriales, du personnel qui n'a pas été formé au préalable se retrouve quelquefois à la tête d'établissement. Et là, on échappe complètement aux différentes formations que vous avez citées lors de vos interventions, puisque bon, ce sont des personnes qui peuvent avoir au départ qui ont pu passer des concours, si vous voulez, ce sont des concours des collectivités territoriales, qui n'abordent absolument pas les questions que l'on a abordées ce soir, et par le jeu donc de l'ancienneté et de la promotion interne, se retrouvent un beau jour attachés de conservation sans avoir eu les formations dont on a parlé. Et ça peut poser de graves problèmes. Plusieurs cas m'ont été cités, où il y a une méconnaissance totale de la déontologie qui est, je dirais même minimum. Il n'est pas rare de trouver des conservateurs qui ont leur propre adresse sur les réseaux, enfin les sites en ligne du type eBay, qui pratiquent des ventes et des achats. Il y a aussi des conservateurs qui n'ont pas tout inscrit sur les inventaires et les collections restent dans un flou très dangereux, puisqu'en fait, les collections n'étant pas ciblées, elles peuvent très bien faire l'objet de disparitions sans que quiconque s'en inquiète. Et cela aussi avec, évidemment, je dirais pas la complicité, mais l'ignorance des élus qui, pour la plupart, ne connaissent même pas le contenu de la loi de 2002 sur les musées. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de protection de collections qui sont pourtant reconnues comme collections musées de France, puisqu'en fait, vous savez que par le jeu des musées classés contrôlés, les musées, beaucoup de musées sont devenus musées de France, et que malheureusement, les cas que je vous ai cités, alors je ne veux pas jeter l'anathème sur mes collègues de province, puisqu'il y en a qui sont excellents et qui font un travail remarquable, mais il y a des cas comme cela, et je crois qu'il faut absolument trouver un moyen de contrôler ces agissements, parce que ça peut présenter des périls pour les collections que ces personnes ont entre les mains. Moi, non, là, je n'ai pas de réponse à apporter à cette intervention. Enfin, vous faites un constat qui, effectivement, rejoint d'autres constats d'évolution du paysage, qui ne va pas toujours dans le sens d'une plus grande professionnalisation. Voilà, on va dire ça de cette façon euphémistique. Mais il y a aussi beaucoup de cas de figure, aussi de déshérence de collection, qu'on retrouve hors des murs de ce qui a été un musée parfois. Enfin, l'histoire en est longue. Et bon, je pense que vous avez raison, c'est des questions qu'il faut poser et c'est des questions dont les professionnels doivent s'emparer, enfin, collectivement ou collégialement, pas pour faire de la dénonciation et pas pour régler des cas, mais pour se poser la question de réponses à apporter à ça, de réponses professionnelles, de réponses éventuellement réglementaires à travers les DRAC et le ministère de la Culture et on va dire la tutelle qu'exerce le service des musées de France, par exemple, sur les collections. Ça, c'est des questions qui doivent être posées parce que c'est notre responsabilité collective face à un patrimoine qu'on considère comme collectif. Voilà, je ne peux pas répondre plus que cela, mais venez en parler avec les collègues qui préparent
la prochaine réunion, par exemple, pas pour se saisir de ces études de cas et pour en faire des emblèmes de ce qu'il ne faut pas faire, mais pour qu'on analyse et qu'on voit comment on peut essayer d'approfondir la réflexion à partir de cette évolution du paysage. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Bonsoir, David Cueco, conservateur restaurateur de peinture. J'avais juste à la fois des remarques, mais peut-être, je ne sais pas si ça aide au débat. J'espère. Il me semble, à partir du code de déontologie de l'ICOM, qui est un peu l'objet emblématique ou iconique de cette soirée, en ayant assisté à la réunion à Genève sur la déontologie au mois de décembre, j'avais été frappé du fait que finalement ce code développe une théorie de l'engagement et du devoir pour l'institution musée. Et elle considère, enfin il y a une forme de fiction qui est de dire que c'est le musée qui incarne un certain nombre de devoirs. Alors, enfin, regardez, hein, mais c'était les prises de parole qui étaient notamment sur place. Ce qui est pas, vous allez voir, finalement, ça peut se comprendre. Mais ce qui fait problème, c'est que finalement, les questions de comportement et d'éthique sont souvent des problèmes d'individus. Et qu'effectivement, il y a une difficulté à revendiquer un engagement et un devoir pour l'institution, alors qu'à l'arrivée, c'est finalement l'individu qui est en cause. Et donc ça, c'est une première question qui, moi, me reste ouverte pour ce qui est du code de l'ICOM. La deuxième chose, enfin peut-être ce qui avait été dit aussi par Marie Berducou, et qui va plutôt dans le sens du fait qu'effectivement, on peut trouver dans le code de déontologie à la fois une volonté de reconnaissance des professionnels entre eux-mêmes, et puis une volonté d'affichage et de visibilité. Mais ce que je dirais surtout, c'est que normalement, c'est une forme d'engagement altruiste vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que c'est une revendication d'engagement social vis-à-vis des gens pour lesquels on fait le travail. Et je trouve que dans le cas de la conservation-restauration, ça a un côté un petit peu, je dirais, acide ou piquant, qui est qu'effectivement le code existe, il est visible, mais que finalement c'est un peu difficile puisque c'est pour une profession et une activité qui est à peine nommée et à laquelle on n'arrive pas à donner un titre. Donc ça c'est une parenthèse, mais finalement elle va bien aussi avec l'idée qu'il y a une déontologie du service public, il y a la loi qui s'oppose. Comment on fait une hiérarchie entre la déontologie, la loi, les engagements de service public, les niveaux d'hiérarchie entre les différents codes ou les différents systèmes normatifs est un problème. Et pour conclure, je dirais que peut-être le reproche que je fais à l'ICOM, enfin au code de déontologie que je viens de faire, vous m'en excuserez, je l'espère, au code de l'ICOM, se justifie aussi dans la mesure où on peut considérer que le musée a une mission de service public et que finalement cette revendication d'un engagement et d'un devoir se fait aussi vis-à-vis de la société et que dans ce cadre-là, ce parallèle-là le rend tout à fait propre et cohérent et compatible avec ce que je viens de dire pour les professions. Alors la dernière question, c'est que finalement, souvent la déontologie s'applique à des professions dites réglementées. Et c'est souvent le corollaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît une capacité d'activité, des niveaux de formation ou quelque chose qui relève de l'accès à l'activité, et non pas forcément de privilège d'exercice, mais d'accès à l'activité, et qu'en échange, effectivement, les professionnels s'engagent à respecter un certain nombre de règles. Mais la contrepartie, c'est que la société exige que ces règles soient respectées et respectables. Et pour ça, il y a... Alors, on appelle ça des ordres, mais enfin des plus loin ordres. Et peut-être c'est la question qu'il faut se poser que vous posez là, c'est-à-dire que s'il y a effectivement une contravention à quelque chose qui relève de l'éthique et de la morale par des gens qui pourtant sont dans une position où ils devraient respecter un minimum en ne participant pas au commerce, etc. La question c'est de savoir comment on peut faire appliquer quelque chose qui n'a pas d'existence légale et qui n'a pas de moyen de vérifier que la règle est bien appliquée. Et s'il y a une règle à appliquer, est-ce qu'il y a une sanction quand elle ne l'est pas? Voilà mes questions ou remarques.
Oui, enfin, ça fait beaucoup de sujets, David. Enfin, sur le dernier point, je veux dire, si vous voulez rechercher des solutions, il y a aussi une façon de s'adresser à l'ICOM, qui est celle de faire part de questions, de soulever des problèmes, on va dire, au comité de déontologie de l'ICOM. Le comité de déontologie de l'ICOM, une de ses missions est une mission de veille permanente, de conseil simplement, hein, mais qui peut expliquer quel est l'arsenal juridique qui permet de traiter une question dans un pays, quel est le type d'institution, d'intervenant, vers lequel on peut se tourner, que ce soit les offices de contrôle de la circulation des biens culturels, ou voilà. Enfin, le comité de déontologie de l'ICOM a une de ses fonctions, hein, en permanente, est celle d'apporter des réponses, et pas seulement aux professionnels des musées, aux gens qui œuvrent avec, pour ou dans le champ des musées. Et par contre, je ne serais pas tout à fait d'accord. Enfin, on était aussi à la réunion en Suisse. Il y a d'autres professions qui ont été interpellées, chose qu'on n'a pas fait dans les mêmes proportions encore en France. Mais bon, il y avait d'abord des archéologues qui ont posé la question de la responsabilité, de la publicité des résultats de fouilles, etc., et en donnant des exemples maintenant historiques du déclenchement de spéculations dans certains pays d'Afrique, par exemple. Et puis, immédiatement avec la question justement des collections, des collectionneurs privés, la collection, et aussi des gens qui opèrent dans le commerce. Or, on le sait, un certain nombre de professions du commerce des œuvres d'art se sont dotés de codes de déontologie, les commissaires-priseurs en France, par exemple. Enfin, bon, il y a des efforts dans ce domaine. Les collectionneurs, il y a une façon... Enfin, je crois que c'était une question importante sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse. C'est dans les relations avec les collectionneurs privés, que les musées voient parfois en termes de concurrence, mais on sait aussi que les collections privées alimentent beaucoup les futures collections publiques. Il y a une vraie réflexion à mener sur l'origine des collections, et j'entends des collections privées, hein, et évidemment, là aussi, il y a dans des grandes institutions muséales des questions à soulever sur les grandes donations, sur les renvois d'ascenseurs qu'on fait à certaines personnalités qu'on découvre sulfureuses de temps en temps. Donc ça, c'est vrai, c'est des questions qui doivent être mises, alors là, sur la place publique, je dirais, assez franchement. Je ne veux pas monopoliser. Éventuellement, une remarque qui avait été faite justement par rapport au Conseil supérieur... Conseil national des ventes, je sais pas comment. Des ventes volontaires. Des ventes volontaires. Et un travail qui se fait actuellement avec des juristes dans le cadre d'une association qui s'appelle Art et Droit, et sur lequel la thématique était abordée des relations entre la restauration et le droit. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'au départ a été évoquée l'idée que la restauration étant une transformation ou une modification de l'objet, elle pouvait en pervertir l'authenticité, chose que l'on sait tout à fait. Mais la question était de savoir si, lors d'une vente d'un objet qui a été restauré, la faute incombe au restaurateur ou au marchand qui n'a éventuellement pas signalé que l'objet était restauré. Et là, il y a toute une logique qui est la logique de sincérité, de la véracité des informations données, de la documentation, de la transparence de ce qui est fait. Et il était très clair, après une assez courte discussion, que la faute n'était pas forcément du côté du restaurateur, ce qui était quand même très clairement ce qui était annoncé, et qu'il fallait envisager des sanctions. Donc je veux dire, la question de la déontologie, qui est de s'engager à transmettre de la documentation et sincère et objective et justifiée, etc., alors que derrière, effectivement, quelqu'un qui vend un objet en disant en parfait état alors qu'il est complètement restauré, complètement ou abusivement restauré. Et là, on a des questions qui se posent, mais même au musée qui achète. Il n'y a pas de restaurateur il n'y a pas d'examen d'un objet qui va être acheté par un restaurateur avant.
ça pourrait tout à fait rendre service, à mon avis. Ça arrive. Ça, comme vous dites, Avant ça d'aller- arrive. non, oui, bah, Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Ça bien peut sûr. arriver, ça arrive. Enfin, D'accord. il y a quand même, je pense, un effort qui est fait aujourd'hui avant toute Mais c'est intervention pas- en vente publique pour s'assurer de la qualité de l'objet, de poser des questions quant à l'origine. Enfin, je pense que là, les choses ont beaucoup évolué ces Non. dernières années, me semble-t-il. Hein. Enfin, par la loi, il n'y a pas de restaurateurs dans les commissions d'acquisition. Ils peuvent être invités à titre exceptionnel. Discuter la loi. Y a-t-il d'autres questions? Une autre question ou suggestion? Non? Ah, si. Ah, d'un coup, deux. Bonsoir, Samuel Cordier de l'OCIM. Avant cette journée, Juliette et puis Louis-Jean m'ont demandé si on avait fait des formations à l'OCIM depuis une trentaine d'années qui avaient lien avec la déontologie. En fait, il n'y a pas eu de formation spécifique pour la déontologie, mais j'en ai discuté donc avec Eva Matchek, qui est la responsable des formations à l'OCIM. Il y a eu des réflexions sur la déontologie par rapport aux formations sur les collections de paléontologie. Plus particulièrement, c'était dans un contexte particulier. Je parle sous le contrôle de Louis-Jean aussi, qui était directeur à ce moment-là, en 2010. C'était une période au cours de laquelle il y avait un intérêt qui était d'ordre esthétique pour les collections de paléontologie, un marché grandissant. Il y avait le constat d'un manque de connaissance du cadre réglementaire et législatif par des personnels qui travaillaient auprès de ces collections de paléontologie. Et puis, il y avait le constat d'un monde où se côtoient des scientifiques et des conservateurs, avec beaucoup de porosité entre ces deux mondes-là. Et comme tout ne pouvait pas être régi par la législation, un code civil du patrimoine ou des conventions internationales, il fallait qu'une déontologie professionnelle prenne rapidement le pas. Donc il y a eu des journées qui ont été organisées à Toulouse au début des années 2010. Et en fait, il y avait la réflexion, elle a eu deux thèmes particuliers, mais en fait, c'est des choses qui ont été dites dans les différentes interventions ce soir. Donc j'avais noté plein de points par rapport à ce qui avait été traité au cours de ces journées. C'était sur la reconstitution des spécimens et la pérennité des collections. Donc c'est des points que vous avez abordés. En tout cas, moi, les différentes interventions, alors comme me disait aussi Eva Matchek tout à l'heure, pour moi, la sphère d'inspiration en matière de déontologie et de formation, c'est beaucoup ICOM Suisse. Et c'est vrai que votre intervention tout à l'heure l'a confirmé quand je vois tout ce que vous mettez en place. Mais lors des trois dernières interventions aussi, j'ai vu que le contexte avait énormément évolué. Et les formations de l'OCIM sont toujours un peu les miroirs des tendances de ce qui se met en place. Et dans votre intervention, notamment, oui, vous l'avez très bien exprimé. Et dans la conclusion aussi, il a été dit que la diversification des métiers était actuelle, des codes et morales professionnelles et des niveaux professionnels. C'était une tendance actuelle. Et je pense que l'OCIM peut imaginer dès la fin d'année ou l'année 2018 de mettre en place une formation sur la déontologie en élargissant le champ par rapport aux collections paléontologiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Voilà. En tout cas, je vous signale que le comité de l'ICOM pour les musées d'histoire naturelle, NATIST, a travaillé à l'élaboration d'un code de déontologie spécifique aux musées d'histoire naturelle, ou aux collections d'histoire naturelle, au muséum, au moins dans une version anglaise. Je ne suis pas sûr qu'il ait été à ce jour traduit dans les 3 langues de l'ICOM. Non, pas encore. Oui, voilà. Mais c'est récent, c'est de 2016. Et donc, voilà, il y a un sujet, peut-être s'emparer de ce document qu'on trouve très facilement sur le site de ICOM International. Hein, et voilà, et l'adapter, travailler dessus en français. Joli challenge de la transposition d'un certain nombre de concepts, voilà, de l'éthique à la déontologie. Et voilà, je pense là, vous avez de quoi nourrir dans ce secteur d'activité. Voilà, un beau chantier pour les mois et les années à venir. Sans compter les très nombreux articles qui ont été publiés dans la lettre. Oui. Voilà, j'ai pas mentionné, il y a eu un numéro de la lettre qui synthétisait l'ensemble de ces articles. Tu as bien fait de le souligner, Louis-Jean. C'est la lettre 147, mai juin 2013, entièrement téléchargeable sur Internet. Voilà.
Oui, ce sera court. J'aimerais juste revenir sur l'intervention qui a précédé concernant le manque de formation évident quand on est responsable d'un musée de France en province et qu'on est attaché, voire parfois assistant, parce que ça arrive aussi. Quels sont les rapports que l'ICOM établit avec le CNFPT, entre autres, sur les questions de formation au croisement sur ces deux types d'approches qui ont déjà été soulignées, c'est-à-dire à la fois un engagement en termes de mission de service public au sein des collectivités territoriales et la déontologie de façon générale et transverse sur l'ensemble des missions, en plus des formations de type professionnalisante en lien à la gestion du patrimoine, sachant que là, on est quand même d'évidence sur les deux champs. Et j'aimerais juste faire un insert sur vraiment le rôle fondamental des conseillers musées, qui sont sous-nombre, c'est une évidence, par rapport à l'ensemble des missions et le nombre tout simplement des musées de France en France, et des réseaux professionnels, donc via la lettre de l'OCIM, qui diffuse beaucoup, qui en est un en fait, mais également la GCCPF et les sections régionales, etc. Enfin, voilà, sur ce travail de maillage en fait de la formation et de l'information pour une montée en gamme et une montée en puissance des professionnels en responsabilité et en gestion des collections publiques. Merci. Merci de cette question, enfin, que je prends plutôt comme une suggestion pour nous, en tout cas pour l'ICOM. Je crois que nous n'avons aucune intervention à l'égard du CNFPT à ce jour dans ce domaine. Donc oui, là, on peut faire un constat de carence de notre part aussi. Enfin, et donc dans les éléments de réflexion que Juliette va essayer d'élaborer avec l'équipe qui, au sein du comité français, travaille à cette question de la formation à la déontologie, on va se poser les questions d'outils, de lieux d'intervention. C'est sûr que ce n'est pas la peine d'aller là où il y a déjà une formation excellente qui est dispensée, mais par contre, il faut se poser la question des lieux, des professions pour lesquelles cela fait défaut. Et donc, et des outils qui pourraient être appropriés à la diffusion à la fois du code et d'une réflexion pragmatique, pratique sur des études de cas. Je dirais, en prenant comme exemple ce que notre collègue suisse a fait et a évoqué tout à l'heure. Donc oui, merci de ce rappel. Je crois qu'il faut qu'on se penche sur cette question de la formation, en particulier des attachés, des assistants. Voilà. Bien sûr. Oui, il y avait juste encore une question là, et on terminera avec la question là. La dernière. Bonsoir, Alfredo Vega Cárdenas, je suis enseignante à Paris 1, je suis conservateur, restaurateur et philosophe. Donc pour moi, je vous remercie. Aujourd'hui, la réunion de l'ICOM, j'avais des attentes, j'avais un petit peu parlé sur cette réunion. Et je suis agréablement étonné de la qualité de présentation et surtout l'élan qu'on peut faire sortir de cette réflexion d'aujourd'hui. Mon commentaire, c'est plutôt de diriger les suivantes réflexions en rapport surtout à la question terminologique. C'est-à-dire, toujours nous traînons cette difficulté de traduction entre la déontologie et l'éthique. Et dans la culture anglo-saxonne, l'éthique, c'est la déontologie, mais pour nous, dans les pays latins, c'est plutôt la question déontologique. Donc, de confondre ça, après, ça dérive dans des questions de contresens. Et donc, je pense que c'est vital. Aujourd'hui, c'est un bon moment de reprendre à partir de cette réflexion que vous avez faite aujourd'hui, et de reprendre cette question pour dire finalement qu'est-ce que ça veut dire la terminologie. C'est pas des mots anodins, c'est des mots qui sont des mots fondateurs dans la réflexion. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir donner cet élan
Et bon, dans mon cas, je suis en train de travailler sur un texte précisément sur cette difficulté de traduction. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Qu'elle a des implicites à l'intérieur de tous les codes déontologiques et toutes les conséquences qu'il y a, l'impact qu'il y a dans la pratique, les jours à jour, dans la pratique culturelle, la gestion du patrimoine, évidemment aussi la conservation-restauration. Mais je pense que c'est un point important de ne pas négliger, de ne pas voir que c'est déjà fait. C'est pas du tout établi la terminologie. Je pense que jamais c'est trop tard pour revenir à trouver ou à réinventer, à actualiser les mots et faire dire aux mots ce que nous pensons aujourd'hui et pas traîner des difficultés de traduction. Donc c'est un petit peu ma réflexion dans ce sens-là. Merci beaucoup. Enfin, rapprochez-vous des collègues qui, effectivement, venez faire part de vos interrogations et de vos réflexions sur ce sujet pour nourrir notre travail. Voilà, je retiens le début de votre intervention pour simplement le reprendre, c'est remercier la qualité des interventions qui nous ont été apportées par chacun et chacune des personnes qui sont autour de cette table. Voilà, en les remerciant encore bien vivement.